Concernant le savoir, Gérald et Alain, et concernant les intelligences, vous en avez un petit peu parlé, mais dans le livre, vous parlez de 3 intelligences nécessaires aux générations à venir, peut-être pour être performantes et avoir du succès. Est-ce que vous pouvez développer? Est-ce que ça veut dire que l'intelligence classique, telle qu'on la vénérait pour les baby boomers et les générations X, doit être développée, ou on doit rajouter d'autres compétences? Vous parlez tout à l'heure de collaboration et d'humain, où on pense tout de suite à l'intelligence émotionnelle, mais je crois que vous avez d'autres intelligences qui vous semblent importantes. Oui, absolument. En fait, on sait qu'il existe 7 formes d'intelligence. L'intelligence analytique, bien sûr, l'intelligence, on appelle ça logico-mathématique, l'intelligence émotionnelle, relationnelle, spatiale et d'autres. Dans l'entreprise, on peut dire que les 3 principales, c'est les 3 premières. Alors le QI, parce que c'est ça, pourquoi l'intelligence analytique a été le grand élément de ces dernières décennies. Pour une raison très simple. D'abord, il faut replacer ça dans l'histoire. Avant la guerre, l'élément vital, c'est la pensée. Tous les grands de ce monde qui dirigeaient les entreprises, les États, avaient des formations littéraires. D'ailleurs, les familles, quand elles voulaient pousser leurs enfants vers de belles formations, elles faisaient littérature, bac littéraire, et puis c'était le summum. Normal sup en section philo, c'était le summum. Après la guerre, qu'est-ce qui se passe? L'économie est totalement par terre, l'industrie est totalement détruite, il faut tout reconstruire. Donc, les ingénieurs prennent le pouvoir, les mathématiques deviennent le critère de sélection, et donc c'est une nouvelle ère va naître. Et là, le QI, au sens analytique du terme, prend le pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est d'abord, on sait le mesurer. Donc, quand vous êtes entrepreneur ou chef de département ou quoi que ce soit, RH évidemment, vous savez dire quel est vous avez 2 candidats, vous leur faites passer un test, vous savez dire quel est celui qui a le plus fort QI. Ça, pour des gens rationnels, c'est génial. On sait mesurer, on sait comparer, on sait dire qui est au-dessus de qui, et on peut faire des listes. Alors que dans d'autres formes d'intelligence, c'est plus compliqué. Mais ça va nous suivre pendant toutes les décennies, les 3 glorieuses, qui vont s'achever avec 2 chocs pétroliers, puis les 2 décennies qui sont dominées par les financiers, mais les financiers sont aussi des ingénieurs qui, généralement, ont été faire un MBA quelque part, donc c'est les mêmes types de cursus, et ça n'est qu'à partir d'Internet, et surtout de la 4e révolution industrielle, où à nouveau les profils se redeviennent différents. Donc pourquoi l'intelligence analytique était si importante? C'est ça la raison. Est-ce que ça va changer? La réponse est absolument oui. Est-ce que l'intelligence analytique va rester cruciale? La réponse est oui, parce qu'on ne peut pas manager si on est bête. Or, le monde d'aujourd'hui est devenu tellement complexe qu'il faut être capable d'analyser et de prendre des décisions très rapidement. Donc quelqu'un qui n'a pas une intelligence minimum, ce que les Américains appellent le threshold, le seuil, il ne peut pas piloter. Il n'y arrive pas, il ne pourra pas y arriver. Donc l'intelligence analytique est devenue, elle était l'élément vital, elle est devenue un seuil, c'est-à-dire un élément, une condition nécessaire mais pas suffisante. Voilà, ça c'est sûr. Alors je parlais d'intelligence artificielle, on parlait d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on commence à voir que l'intelligence artificielle, pour aider ceux qui ont un QI à développer, tout le monde peut améliorer son QI d'ailleurs, l'intelligence artificielle va devenir un renfort colossal pour l'intelligence analytique, puisque finalement vous allez pouvoir disposer d'une puissance de raisonnement qui est l'ordinateur finalement et la puissance analytique digitale ou numérique. Après, les autres formes d'intelligence vont prendre rang au même niveau, voire au-dessus, je le crois, j'en suis convaincu, c'est déjà le cas. L'intelligence émotionnelle, bien sûr, parce que l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de se connaître, de connaître les autres, de connaître ses limites et celles des autres. Prenez un exemple concret, un Dominique Strauss-Kahn, typiquement une intelligence analytique absolument hors norme, une intelligence émotionnelle, je ne sais pas. Je dirais que là où je ne sais pas, il se connaît peut-être.
il se connaît peut-être, mais l'intelligence émotionnelle, c'est pas uniquement de se connaître, c'est de se contrôler, de se maîtriser. Là, j'ai plus de doutes. Donc la question c'est, il faut de l'intelligence émotionnelle dans le monde d'aujourd'hui pour parler aux gens, les connaître, les écouter, pas de l'écoute obligatoire, de l'écoute active, c'est-à-dire de la vraie écoute, où je ne sais pas, ils savent, j'écoute parce que je vais en tirer quelque chose. Et l'intelligence émotionnelle, c'est aussi l'empathie, c'est le fait de se tourner vers les autres et pas uniquement... Vous voyez la différence entre, vous croisez un salarié dans un couloir, vous lui dites bonjour, bonjour Yvette ou bonjour Christian, et déjà c'est bien parce que vous vous souvenez du prénom. Si vous lui dites écoute, j'ai vu que tu as signé une affaire, c'est génial, je te remercie parce que c'est important, ça c'est encore mieux. Et si en plus vous lui dites non seulement tu as signé une affaire, mais que vous la replacez dans les objectifs poursuivis par l'entreprise, alors là, vous lui redonnez un sens. Vous donnez un sens à son action. Ça, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est super compliqué à mettre en place, mais à avoir, parce que ça veut dire qu'il faut que ça fasse partie de soi-même. Mais c'est super important. Et je termine par l'intelligence relationnelle. Ben ça, c'est super important, parce que c'est la capacité, justement, de bifurquer vers ce management collaboratif dont on parlait tout à l'heure, incluant les réseaux sociaux et l'ensemble des équipes dans l'entreprise. Alain, peut-être un complément sur l'intelligence relationnelle indispensable aux dirigeants de demain. Ce qui se passe, c'est qu'on parle de plus en plus de réseau et d'être une capacité de travailler en réseau, y compris d'ailleurs au sein de l'entreprise. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est vraisemblablement quelque chose qui va s'accélérer de plus en plus sur cette capacité à bâtir des écosystèmes extrêmement mouvants d'ailleurs, qui peuvent fluctuer en fonction de ce qu'est l'évolution de l'entreprise. Et je pense que sur ce sujet qui est cette intelligence relationnelle, la capacité à savoir s'entourer de gens avec lesquels vous allez pouvoir opérer, faire des affaires, pouvoir vous développer, mais aussi être capable de capter un certain nombre d'informations et de signaux qui viennent de l'extérieur. Ce sont des points qui sont très très importants. Et je pense qu'on y reviendra sur les aspects de leadership, comme Gérald l'a déjà évoqué. Sur l'aspect intelligence émotionnelle, les gens ont de plus en plus besoin qu'on donne du sens à ce qu'ils font. Parce qu'ils sont d'ailleurs un peu perdus par rapport à tout ce qui se passe, un peu, c'est le cas de le dire, dans tous les sens. Et puis, c'est un besoin sociologique, et en particulier des nouvelles générations, qui est de donner encore plus de sens. Et donc, c'est extrêmement important dans nos rôles de leader d'être sur ces sujets-là et que chacun puisse s'identifier par rapport au sens qu'on veut réaliser. Vous en parlez beaucoup tous les deux dans le livre « Leader, donneur de sens ». Alors justement, avec ce digital, peut-être Gérald, est-ce qu'il faut s'inspirer, quand on est dirigeant, de l'exemple américain d'un Elon Musk ou peut-être d'un Branson pour l'Angleterre, ou d'autres hyper actifs sur Twitter ou sur les réseaux? Vous avez un blog, vous. Comment un dirigeant, et peut-être ça dépend également du secteur d'activité, doit-il se comporter sur les réseaux sociaux ou sur le net en général en termes de communication? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que vous conseilleriez aux leaders ou aux dirigeants? En fait, je pense que c'est lié à... Moi, je pense que c'est vraiment personnel. C'est vraiment lié au... D'abord, il y a un aspect culturel. Je pense que les Américains, ils ne conçoivent pas d'être des leaders et de diriger l'entreprise sans en même temps être visible. Donc, en France, on a une appréhension en Europe d'ailleurs, mais en France en particulier, on a une vision un petit peu différente. Donc, on le voit bien, les patrons du CAC 40 sont globalement moins présents que les patrons américains. Donc, maintenant, il faut faire la nuance entre quelques stars comme Elon Musk, Branson et d'autres, et puis les dirigeants de grandes entreprises qui sont quand même malgré tout plus présents que les Français, et les Européens, il faut bien le reconnaître. Mais je pense que c'est très culturel, je pense, déjà dans un premier temps. Ensuite, le deuxième point, c'est les réseaux sociaux. La question, c'est pourquoi faire? Il faut, à mon avis, être en adéquation avec ce qu'on est.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont le plaisir de diriger une entreprise, leur ADN c'est de diriger une entreprise, et ils n'ont pas forcément envie de faire autre chose. Et puis d'autres dirigeants, dont je pense faire partie, aiment diriger, j'adore diriger, je pense que je ne pourrais pas m'en passer, mais en même temps j'aime partager. Et en fait, après évidemment, c'est ce que je vais dire est peut-être mis en doute, mais la réalité c'est que moi ce qui me gêne dans les réseaux sociaux c'est justement la visibilité. Mais le problème c'est qu'on ne peut pas communiquer et être visible, et ne pas être visible, pardon. C'est impossible. Donc à un moment donné on est forcément en visibilité, mais moi ce qui me plaît le plus dans les réseaux sociaux c'est au fond de mettre mes idées sur le net et de voir des personnes les partager. Et en fait, ce qui est très intéressant, les gens sont tous sur le mauvais critère, ils sont tous sur le nombre de vues. Le nombre de vues n'a aucune importance, parce que moi-même, il m'arrive d'ouvrir plein de... Je reçois un truc, je l'ouvre, boum, ça compte une vue. Mais je n'ai même pas regardé de quoi il s'agissait. Ce qui compte, c'est les personnes qui se reconnaissent dedans et qui l'apprécient et qui font éventuellement des commentaires. Et là, c'est intéressant, hein, parce que quand moi, il se trouve que j'ai la chance d'être passé influenceur sur LinkedIn depuis quelques mois, et je vois le nombre de commentaires sur un article. C'est très excitant parce qu'en fait, derrière ça, je capte plein d'idées. Je ne peux pas malheureusement répondre à tous les commentaires parce que des fois, c'est des centaines, mais je capte des idées. Quand j'y vais, je les regarde, je me dis tiens, ça c'est pas bête. De temps en temps, je réponds quand vraiment je trouve que l'idée est vraiment extraordinaire. Et là, moi, je pense que ça m'aide dans mon boulot de dirigeant. Ça m'aide parce que c'est comme ça que je le fais. Écrire, ça aide parce qu'on structure notre pensée et ça nous oblige à rester. Enseigner, c'est être au contact avec des jeunes et ne pas s'endormir et se remettre en cause. Parce que vous savez, les étudiants, ils sont terribles. Hein. Vous arrivez, vous êtes dirigeant. 10 minutes après, vous n'êtes plus dirigeant. Vous êtes un prof qui est face à eux. Et puis, dans certains cas, 20 minutes après, vous les emmerdez. Donc ça oblige à être toujours au top niveau et toujours à avoir une forme d'humilité. Parce qu'on peut toujours être remis en cause. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant de se dire qu'on a beau être dirigeant de plein de choses, on n'est en fait pas grand-chose. Et donc, la réalité, c'est que quand on est face à de jeunes étudiants en particulier, eux, ils remettent souvent les pendules à l'heure. Moi, j'aime bien ça. Et puis après, les réseaux sociaux, ça permet de développer des idées, de prendre l'avis des autres, et d'une façon, avec une échelle qui n'est pas celle qu'on a habituellement. Donc, moi, je trouve que ça intéressant. C'est un sujet qui mériterait, pourquoi les patrons français sont moins présents que d'autres. Je pense que c'est les raisons que j'ai données, mais ça mériterait pour un patron qui souhaiterait s'y mettre, quels seraient les risques ? Pardon ? Pour un patron qui souhaite découvrir une communication digitale sur Twitter, par exemple, quels seraient les premiers écueils ou les premiers risques pour lui à éviter ? Moi, Twitter, j'y suis. Je ne suis pas spécialement un fan, d'ailleurs. Mais je trouve que Twitter, l'intérêt de Twitter, c'est qu'on trouve des idées qu'on ne trouve pas ailleurs. Moi, de temps en temps, je chope des idées que je n'ai jamais vues ailleurs. Donc ça, c'est l'intérêt que j'y vois. Après... moi, il y a des gens qui se connectent à moi, je me demande pourquoi ils se connectent à moi, quoi. Franchement, des fois, et puis il y a des gens qui pourraient se connecter à moi qui ne se connectent pas, je comprends rien. Donc, alors que LinkedIn, je pense que c'est devenu un réseau professionnel très puissant qui permet d'engager des relations avec des personnes, de se connecter avec des experts, de dialoguer, d'échanger. Je pense que c'est vraiment très puissant. Donc pour quelqu'un qui démarre, moi déjà je commencerai par LinkedIn, déjà pour commencer. Et ensuite je pense que la seule façon de démarrer, moi en tout cas c'est celle que j'ai choisie. Alors après elle est bonne ou pas bonne, j'en sais rien. Moi j'ai un blog toujours. En fait, c'est vrai que quand on a un blog et qu'on rentre dans LinkedIn, surtout quand on est influenceur, c'est difficile après de faire vivre les deux, hein, c'est compliqué. Mais le blog m'a permis de rentrer dans ce mode de dialogue. Et après, de là je suis passé à LinkedIn, mais j'ai toujours fait sur le contenu. C'est-à-dire que je ne fais pas de tweets ou de messages dans LinkedIn juste pour dire tiens, aujourd'hui je vais aller faire une conférence, tiens, je suis en forme aujourd'hui. Voilà, je ne raconte pas ma vie, je suis sur le fond, sur des idées qui m'intéressent et centré sur des thèmes qui sont les miens. C'est-à-dire le leadership, la transformation des entreprises et le digital. En gros, c'est mes 3 sujets. Et j'essaye pas d'en sortir trop.
Merci. Alain, un complément sur ces éléments déjà très riches développés par Gérald. Alors, moi, j'ai un directeur de la communication qui me dit le dirigeant est un média. Et je le crois beaucoup. Au début, ça m'a fait rire. Je dis, c'est quoi cette connerie? Et puis, et finalement, c'est lui qui a raison. Je crois que c'est important, et vous évoquez... Alors, ce qui est compliqué d'ailleurs pour les entreprises, parce que si le dirigeant devient un média, c'est-à-dire que c'est au travers lui qu'une partie de la communication d'entreprise se fait, s'il quitte l'entreprise, ça pose un problème. Mais c'est vrai quand même que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, si c'est de façon non personnalisée, vous faites une communication au nom de votre entreprise, personne ne va le regarder. Si c'est vous, intitut personné, dirigeant d'entreprise, qui postez quelque chose, ça va être regardé. Voilà. Donc la stratégie de communication, donc vous êtes un média en particulier, alors, quand vous faites des conférences comme ici, mais encore plus bien évidemment parce que vous avez une capacité d'accès à beaucoup plus de monde. Donc sur les réseaux sociaux, voilà, vous devenez un des médias de l'entreprise et il faut que vous le fassiez à titre personnel. Voilà le complément que je voudrais rajouter par rapport à Gérald. Merci. Alors une dernière question avant de laisser la place à la salle pour quelques nouvelles questions. Vous avez parlé de blockchain, vous avez parlé des premières, deuxième, troisième révolutions, donc Web 2.0, je pense, sur le collaboratif 2004-2008. Est-ce qu'on peut anticiper sur 10, 20, 30 ans alors gageons de métiers qui vont peut-être disparaître ou qui ne vont pas disparaître, même si le blockchain prend la main ou fait beaucoup peur aux banques, par exemple, ou fait beaucoup peur aux métiers comme les avocats, certains métiers comme les notaires. Je sais que la question est un petit peu difficile, mais qu'est-ce que vous anticipez sur l'arrivée de ces nouvelles technologies? C'est compliqué comme question, en fait. Là, regardez, moi, il y a une chose qui me frappe, c'est il y a sincèrement, dans la salle, vous avez tous des enfants. Qui a des enfants de l'ordre qui ont passé le bac, disons, qui ont 18, voilà, oui, pas mal. Moi, mes enfants, s'ils étaient venus me voir il y a 5 ans pour me dire, papa, mon rêve, c'est de faire l'école 42 et de faire du développement d'applications, du coding, j'aurais dit, attends, qu'est-ce que je t'ai fait? On a fait une connerie, il y a un truc qu'on a raté. Donc, parce que les choses sont en train de bouger. Or, aujourd'hui, il faut être honnête, aujourd'hui, être un codeur, c'est plus un vilain mot, c'est plutôt un must. Ça passera. Parce que, simplement, c'est toujours pareil. L'économique drive le social. C'est toujours dans ce sens-là. Donc, il s'est passé que les entreprises sont en pleine disruption, ont besoin de développeurs, et elles se disent comment on fait pour attirer des développeurs. La seule façon d'attirer des développeurs, c'est de rendre le job sexy. Donc comment on fait pour rendre le job sexy? On en fait un must-have, comme disent les Américains, ce qu'il faut avoir. Et donc plutôt que de pousser les gens à aller vers le développement, on fait qu'ils se battent pour rentrer dans l'école 42. Donc c'est presque le... Et il y a des gens qui renoncent aujourd'hui à faire des écoles préparatoires pour aller à l'école 42 ou à l'Epitech, typiquement. Et c'est plutôt Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Je pense que c'est ni un ni l'autre. Simplement, moi, je connais plein de jeunes, on embauche plein de jeunes de l'Epitech, par exemple, typiquement, qui apportent une richesse à l'entreprise absolument incroyable. Parce qu'ils n'arrivent pas aussi formatés que d'autres. Et donc, ils ont une richesse créative qui est extrêmement intéressante. Donc, moi, je pense que... moi, j'ajouterais 2 ou 3 points. D'abord, et c'est ce que je développe dans mon dernier livre, mais on en parle aussi dans le livre avec Alain, mais je le développe, j'ai un chapitre là-dessus. Je pense que demain, et c'est pour ça que moi je crois que, vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, les ingénieurs, les financiers, après il y a eu l'information qui est devenue l'élément vital, et en ce moment c'est quoi l'élément vital? Le moteur de l'économie, c'est le créatif, c'est l'innovation. C'est pour ça qu'on parle des startups. Et l'innovation, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, numéro 1, que toutes les formations reprennent pied. Il n'y a plus les ingénieurs
ou les financiers, c'est tout le monde. Ça peut être un ingénieur, ça peut être un financier, ça peut être un sociologue, ça peut être un historien, ça peut être un littéraire, ça peut être un autodidacte. Tout le monde a sa chance. Ça, c'est le premier facteur qu'il faut avoir en tête. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Factuellement, vous regardez les gens qui réussissent, ils ne sont plus sortis d'une seule formation. Bien au contraire. C'est le premier changement. Deuxième changement majeur, un chapitre dans mon livre, les femmes. Je suis convaincu que les femmes vont trouver leur espace, je dirais presque, vu que c'est un combat pour moi, d'avoir cet équilibre. Je ne combats pas pour les femmes, bien que ça est méritant déjà, hein, mais je ne combats pas pour ça, je combats pour l'égalité parce que je suis intimement convaincu que quand la parité va être réalisée, les entreprises seront plus performantes. Qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où on rentre dans l'ère du créatif, du coup, les femmes ne vont plus passer par les fourches codines des sélections d'ingénieurs et d'universités scientifiques, dans lesquelles, historiquement, elles sont sous-représentées. C'est comme ça depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc forcément, on ne peut pas avoir de bons résultats, puisque mécaniquement, il y en a 4 fois moins ou 5 fois moins que des hommes. Là, ce qui va se passer, c'est que tout d'un coup, l'élément vital devient la créativité, devient l'innovation. Et donc les femmes vont retrouver un espace de compétitivité qui va être totalement différent. Donc ça, c'est le deuxième changement majeur. Et le troisième changement majeur, c'est que tous les métiers, tu parlais tout à l'heure des avocats, des notaires, mais on peut aller plus loin. Les médecins, prenez les médecins. Un médecin généraliste, ça devient quoi dans 5-10 ans? C'est une vraie question. Moi, je vous le découpe en 2 morceaux. Un, est-ce que le médecin, on va voir un médecin généraliste, pourquoi? Pour 2 raisons. Un, savoir ce qu'on a et qui nous oriente. Mais ça, avec les systèmes d'intelligence artificielle demain, on peut vraiment se poser la question. Déjà, c'est plus ou moins le cas. On sait aujourd'hui plus ou moins naviguer sans médecin généraliste. Et puis, il y a un deuxième facteur, et là, on reboucle sur mon idée de tout à l'heure, c'est l'humain. Vous allez voir un médecin généraliste, pas uniquement pour qu'il vous dise ce que vous avez et où vous devez aller. Vous allez le voir parce que ça rassure, parce que c'est quelqu'un qui vous connaît, qui vous suit dans le temps. Et donc, c'est peut-être ça qui va faire que les médecins généralistes vont continuer à exister. Mais la réalité, c'est que tous les métiers, médecins généralistes, avocats, notaires, tout le monde va être totalement transformé. Regardez aujourd'hui, vous allez vous changer vous avez une dent qu'il faut couronner. Dans la vie qu'on a connue, vous allez voir votre dentiste, il vous dit ah oui, vous avez une mauvaise dent là. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il commence par la soigner, il enlève tout ce qu'il doit enlever, et puis il commence à prendre une empreinte. Puis l'empreinte, elle part, avec ça ils font une dent, vous revenez, il vous refait encore des soins, il désinfecte, il reçoit finalement la couronne, il vous la pose. Dans le modèle que j'ai vu aux États-Unis il y a 15 jours, le médecin, le dentiste vous reçoit, il regarde votre dent, il vous dit ah ouais, là il y a un problème, boum, il la soigne, il prend l'empreinte, elle part directement sur la photo, les photos qu'il a prises partent directement sur l'imprimante 3D, il imprime la couronne, il vous la place. 1 heure. Entre le moment où vous êtes rentré, le moment où vous êtes sorti. Coût, 1400 € une couronne posée. Coût avec le truc, moins de 200 €. Voilà. Donc la question c'est, dans cette profession, qui va survivre et comment? Parce que demain, vous pouvez vous dire, si vous poussez le modèle plus loin, qui posera la couronne demain? Est-ce que ce sera forcément un dentiste? Est-ce que ça ne pourra pas être automatisé? Puisque finalement, c'est quelque chose qui est très mécanique à la fin. Donc moi, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'au-delà des remarques que j'ai pu faire, que les métiers vont encore franchir un cran vers la valeur ajoutée. Et c'est à chaque fois qu'il y a d'innovation technologique, on monte d'un cran. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comme les records sportifs, on se dit on peut toujours courir plus vite. La question c'est est-ce qu'on peut toujours monter d'un cran sur le plan de la valeur ajoutée? Parce que ça fait un peu peur en même temps, parce qu'on se dit est-ce qu'on n'est pas en bout de piste, est-ce qu'on n'est pas en bout de course? C'est là que l'intelligence humaine est surprenante. C'est que moi je suis convaincu que on a un gisement intellectuel en nous qui fait qu'on pense toujours être au bout de nos limites et en fait on n'y est pas. Et voilà, c'est qu'une question de motivation et d'envie. Alain, peut-être un complément sur la transformation des métiers? Non, moi je crois que demain on fera moins et on analysera moins. Donc on créera, on donnera du sens et on fera attention, enfin le sujet du care. Donc c'est les sujets sur lesquels, à mon avis, ce que va être la mutation dans tout ce qu'il y a à réaliser.
Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Alors, moi, j'avais une question pour Gérald. Vous avez développé, et notamment c'est en lien avec ce que vous venez de dire tout à l'heure, sur la partie d'intelligence. Vous avez brossé un peu un historique des intelligences dont on avait besoin les leaders à développer, donc l'intelligence analytique, l'intelligence cognitive, et vous l'avez mise aussi au regard de l'intelligence relationnelle, émotionnelle. Et moi, ça me questionne sur le paradoxe dans lequel on peut être entre, je dirais, la formation et le développement de talents, je dirais, des développeurs, des codeurs, une intelligence, je dirais, analytique très fortement cognitive, et au regard du besoin dont vous avez parlé, besoin de dirigeants qui ont une intelligence émotionnelle et relationnelle, qu'on peut, je dirais, pas forcément développer en codant et en étant dans des métiers, je dirais, d'analyste. Donc comment, à votre avis, comment vous voyez, je dirais, la manière de composer entre ces deux, je dirais, ces deux manières de vivre, de se former, également de diriger, comment ces deux talents, alors à part si on s'imagine une personne qui ait tous ces talents-là, mais comment ces deux talents-là peuvent se composer entre eux, et quelle est la place de l'un et de l'autre dans les structures? Voilà. Oui, c'est là encore une bonne question, mais là, je vais prendre un exemple. Moi, j'ai toujours regretté de ne pas avoir fait de piano. Donc il y a une dizaine d'années, je me suis dit, je vais faire du piano. Donc j'ai plus que ça, 15 ans. Je me suis dit, je vais faire du piano. Alors vous allez me dire peut-être que j'étais pas doué. Hein. Je le dis à l'avance, par précaution oratoire, je ne pense pas que j'étais vraiment pas doué, je pense que j'étais dans la moyenne. Et je me dis, je vais me lancer dans le piano. Je prends un prof, un monsieur expérimenté, qui me prend en cours le samedi matin, et juste après, une petite fille de 8 ans. Donc il y avait un cours de 9 à 10 avec la petite fille qui était toujours là, et moi je lui succédais. Et on a commencé en même temps, avec la même méthode, exactement la même. Et au bout de quelques semaines, elle était à la leçon 36 et moi j'étais à la leçon 12. Et on a commencé en même temps. Donc au bout d'un moment, j'ai repoussé la question le plus possible parce que mon ego me... Et puis à un moment donné, j'ai dit au prof, écoutez, allez-y, lâchez-vous, dites-moi, je ne suis pas doué, j'arrête tout de suite, ou voilà. Il m'a dit d'abord, même si vous n'étiez pas doué, on peut prendre du plaisir, même en allant plus lentement, déjà pour commencer. C'est vrai qu'on a oublié ce qu'est le plaisir. Le plaisir n'est pas forcément lié à la performance. Le plaisir, c'est juste d'expérimenter. Bon. Mais il m'a dit, au-delà de ça, il m'a dit, c'est pas ça le problème. Il m'a dit, j'ai rien voulu vous dire, mais vous êtes dans le schéma classique d'un adulte. Un adulte rationnel, éduqué depuis votre plus jeune âge pour être rationnel. Donc ce que vous faites, c'est que vous en rendez pas compte, mais à partir du moment où vous mettez le pied chez moi, jusqu'au moment où vous le quittez, vous me posez des questions, surtout. Pourquoi elle accroche est comme ça? Pourquoi elle est noire? Pourquoi elle est blanche? Pourquoi celle-ci essuie? Et pourquoi je dois faire ça avant? Pourquoi je dois faire ça après? Voilà. Il me dit, la différence, c'est que la jeune de 8 ans, elle fait. Elle joue. Elle joue du piano de façon intuitive et créative. Et c'est exactement ce qui se passe pour nos enfants quand ils naissent. On ne leur apprend pas la grammaire. Votre bébé, il a 2 ans, vous lui dites pas tiens, assis-toi là, je vais t'expliquer. Alors, complément, non. Il apprend à parler. Et plus tard, on lui apprend à structurer avec la grammaire et tout. Et c'est exactement la même chose en piano. La jeune apprend à jouer et après, elle fait le solfège. Et le solfège, c'est la grammaire. Donc, mon message, c'est quoi? Mon message, c'est que je crois qu'il n'y a pas de barrière entre les intelligences. Un codeur, justement, si vous allez à l'école 42, vous allez vous apercevoir... Parce que nous, intuitivement, on se dit, coding, c'est du développement de lignes. Moi, j'en ai une qui travaille avec moi, qui m'aide à faire des choses. Quand je suis avec elle, elle me fout le bourdon, hein, parce que c'est super compliqué. Mais en réalité, on pense que c'est du rationnel et de l'analytique, c'est de la créativité et de l'intuitif. Ils passent leur temps à être dans l'intuitif. C'est qu'ils ne savent pas. C'est ce qui fait peur d'ailleurs, parce que quand elle me fait mon blog et qu'elle me développe plein de trucs, et puis après je lui dis, mais si jamais ça se passe comme ça, elle me dit, ah ça je sais pas. Je lui dis, mais si t'es plus là, moi je fais comment? Et donc ils savent pas, ils sont dans l'intuitif.
et ils développent des formes d'intelligence qui vont bien au-delà de ce qu'on peut penser initialement. Et inversement, pour le dirigeant, c'est l'inverse qui se produit. Je pense qu'aujourd'hui, des êtres rationnels ont compris que l'intelligence ne représentait... On pense aujourd'hui, on a fait plein d'enquêtes ont été faites, 20%, c'est ce que représente... Enfin, l'intelligence analytique ne représente que 20% du succès d'une personne. S'il n'a que ça, il n'a aucune chance de réussir, en fait. Parce que vous trouverez toujours quelqu'un qui est plus intelligent que vous. Vous trouverez toujours quelqu'un qui court plus vite que vous. Par contre, si vous avez des idées créatives, elles sont à vous. Ça ne veut pas dire que c'est les meilleures, mais elles sont à vous. Et ces idées peuvent générer des pans d'innovation, des pans de création, des ouvertures de business, et ça, elles sont à vous. Donc c'est ça que je crois important pour demain. Et c'est ce que les dirigeants ont compris pour la plupart. Hein. Même les politiques. Hein. Regardez ce qui se passe. Les discours des politiques sont en train de changer. Ils sont en train, alors parfois on aimerait qu'ils soient un peu plus structurés du coup, mais ils sont de plus en plus en train d'essayer d'aller sur le terrain justement de l'émotion pour créer quelque chose. Vous voyez, quand Alain Juppé dit je suis, c'est quoi, c'est je suis le où il a sa formule là, président du bonheur, non? L'entité. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel dans notre subconscient à une notion très émotionnelle. Il n'est pas dans le rationnel, il est dans l'émotionnel. Et quand on lui demande derrière ce qu'il met dedans, il se garde bien de dire ce qu'il met dedans. Alors il met des choses, mais en fait il veut que ça reste flou, parce que c'est l'émotionnel. Et l'émotionnel, c'est pas de l'analytique. Il n'y a pas un plan. L'émotionnel, il n'y a pas un plan. Il y a un objectif, une émotion. Je crois que Eric a une question. Oui, alors je ne sais pas si c'est pour Gérald ou Alain. Je voulais revenir sur le sujet du leadership. En fait, quand on lit tout ça, quand on écoute, on peut se poser la question de gens de notre âge. Alors, je suis certainement le plus âgé de la salle, mais on a encore un petit moment à travailler. Et quelle place on va avoir dans les entreprises demain, hein? C'est aussi une réalité, concrètement. Et Alain, tu disais, la peur nous guette. Ouais, je pense qu'elle guette, et donc il faut la dépasser. Moi, la réflexion que je me fais sur tout ça, c'est que, en fait, c'est une excellente nouvelle parce que ça va faire appel à, alors je ne sais pas à quel type d'intelligence, certainement un mélange de tout ce qui a été dit, mais à notre capacité à créer du lien. En fait, demain, un leader, c'est quelqu'un qui crée du lien entre différentes communautés sur un sujet donné, parce que les grandes stratégies, à 5 ans, on va devenir tel ou tel truc, les gens n'ont rien à foutre, qui crée du lien entre le budget, qui est quelque chose, mais la réalité du quotidien. Et aujourd'hui, la génération est quand même très loin de se battre pour des objectifs chiffrés. Ils se battent pour, tu le disais Alain, pour le sens. Donc il faut quand même créer le lien, parce qu'à la fin, quand même, le dirigeant, il est jugé sur les pépettes qui restent en bas. Donc il faut recréer le lien avec la société. Gérald, tu disais, le monde bouge, ça peut faire peur, on ne sait pas trop. Je ne crois pas qu'il soit attendu d'un leader aujourd'hui qui soit visionnaire comme il pouvait l'être dans les 30 Glorieuses ou autre. Un leader aujourd'hui, il rassure sur ce qui peut se passer là, à horizon 6, 9, 12 mois, vaguement, ce qu'on ne sait pas, et puis ce qui va se passer au quotidien. Et donc, je voulais vous faire réagir là-dessus. Le leader, oui, je vois que tu souris, le leader qui crée du lien, et de manière probablement très humble. Parce que tu le disais, Gérald, aujourd'hui, si le gars il a envie de te dire que t'es nul, il te le dit, quoi. Et ce qui est une super chance, en fait. Voilà. Alors je pense qu'effectivement, l'humilité fait partie des qualités qu'il faut avoir, parce que comme on navigue dans l'incertain, je pense que si on est un peu péremptoire sur il va se passer telle ou telle chose, je pense qu'on a le risque de devoir avaler son chapeau, et de façon importante. Pour revenir sur tes points, moi ce qui me marque par rapport à ce qui me semble ce que j'ai à réaliser, il y a plusieurs éléments. Premièrement, c'est quand même aider les gens qui nous entourent à prendre du recul. Parce que, et c'est pas ici, je vais revenir sur le fait qu'on a quand même beaucoup d'injonctions paradoxales, où on dit d'un côté, bon, il faut réfléchir, il faut
allez dans l'incertain, prenez des initiatives, vous avez le droit à l'erreur. Et puis pour la plupart d'entre nous, on a des objectifs au trimestre. Voilà. Et c'est hyper compliqué. Et donc je pense qu'il faut qu'il y ait la responsabilité du leader, c'est déjà de faire en sorte d'aider l'ensemble de l'organisation, parce qu'on a besoin des deux. Et donc c'est comment on trouve cet équilibre et comment est-ce qu'on réussit à nos équipes de leur faire trouver cet équilibre entre les deux, qui n'est pas, tu vois, ils disent, mais non, mais bon, je suis en train de merder mes résultats, mais c'est parce que je suis en train d'investir. Je dis non, c'est pas parce que tu perds de l'argent que tu investis. Faut pas se tromper par rapport à ça. Et puis d'autres qui sont stressés, qui n'ont pas envie justement d'investir parce qu'ils disent bah oui mais mon trimestre. Donc il y a ce besoin d'aider les autres à prendre du recul dans un monde qui est quand même très très compliqué. Et puis je pense que la deuxième injonction paradoxale, c'est que justement on essaie de dire bon, ce qu'il faut c'est que on motive l'ensemble des équipes, qu'elles prennent des initiatives. Et donc finalement, voilà, et on aurait le sentiment de temps en temps, quand on raconte nos histoires, qu'on est un peu dans un monde de bisounours. Et à côté de ça, de temps en temps, on met un grand coup de hache. Où on dit, de toute façon, parce que... Enfin, moi, c'est ce qui me marque. On balance un grand coup de hache parce qu'on dit, bon, alors, faut prendre des initiatives, il faut essayer de donner du sens aux gens, et ainsi de suite. Et vous savez, sur tel truc, ça coûte trop cher, 200 personnes dehors, tout en Inde. Voilà. Et donc... C'est comment on trouve cet équilibre entre l'ensemble de ces sujets qui, à mon sens, j'avais fait aujourd'hui tout ce qui est la difficulté de nos jobs. C'est pour ça que de temps en temps, d'ailleurs, je pense que ça tourne et ça risque de tourner de façon de plus en plus importante sur des jobs de responsabilité parce que c'est clairement, au bout d'un moment, d'ailleurs, on peut ne plus avoir complètement la lucidité pour... analyser l'ensemble de sa situation et puis ne serait-ce que et d'être capable d'embarquer les équipes sur ce que l'on fait. Et le dernier sujet que je voulais évoquer, c'est que tu as commencé par non pas ton âge, mais notre âge. Et moi, ce qui me marque aussi, et puis on l'évoquait tout à l'heure en disant, on est dans un monde qui bouge de plus en plus, où les technologies, les usages évoluent de plus en plus, ou d'ailleurs ce qui pourrait pousser à un certain jeunisme. Et dans le matin, il faut avoir des carrières de plus en plus longues. Je pense que va devenir de plus en plus, et je le vois, alors ça c'est le privilège aussi d'avancer en âge, c'est qu'on a de plus en plus de copains qui arrivent proches de l'échéance et qui d'ailleurs soit sont dans une situation difficile pour terminer leur carrière, soit se posent des questions assez majeures. Et donc, justement, ce que va être aussi, et c'est vrai pour les leaders, mais c'est vrai globalement d'ailleurs pour une grande partie de la population, c'est comment est-ce qu'on gère l'ensemble de sa carrière et comment est-ce qu'on réussit d'ailleurs à rester actif, à rester productif au sens je contribue toujours si demain il faut aller jusqu'à 65 ans dans un monde où les technologies et les usages évoluent extrêmement vite. Je pense que c'est un challenge individuel. Et c'est aussi un challenge de l'ensemble de la société qui va être de dire comment est-ce que je fais en sorte de ne pas me retrouver avec un certain nombre de gens et un nombre de gens relativement significatif ou au-dessus de 50, 55 ans, ben finalement ils vont être complètement déconnectés par rapport au monde dans lequel on vit et pourtant il faudrait qu'ils travaillent encore pendant 10 ou 15 ans. Et donc je pense que ça nous amène, et je vois bien d'ailleurs toute la réflexion que je peux avoir avec un certain nombre de personnes qui disent voilà, comment est-ce que je vais gérer ma fin de carrière, qui va peut-être d'ailleurs, et de plus en plus, j'en vois qui disent, bon ben moi je serai plus aux manches à la fin, mais par contre, il y a sans doute besoin de mon expérience, de ce que je peux apporter en termes de prise de recul pour conseiller des gens sur l'ensemble des difficultés et l'ensemble des choses compliquées qu'ils ont à réaliser, encore une fois, dans des injonctions paradoxales, voilà, une volonté de bienveillance d'un côté, et puis une brutalité du monde dans lequel on vit, et qui, à mon sens, ne va aller qu'en s'empirant. Voilà. Quelques réflexions, sans doute pas une réponse, mais quelques réflexions, Eric, par rapport à ta question. Et juste, Eric, un complément, parce que Alain a totalement raison.
Je rajoute juste un point, c'est qu'on oublie une chose, c'est que la responsabilité d'un leader, c'est quoi au fond? C'est pas forcément de se retrouver. Bien sûr qu'on se retrouve en permanence face à nos contradictions parce qu'on poursuit des objectifs qui sont oui, contradictoires à certains moments. Le propre d'un patron, c'est d'anticiper ce qui se passe sur le marché pour que justement ces contradictions, ils puissent les gérer. Donc je prends un exemple, qui est un exemple dans mon entreprise, mais que je trouve, parce qu'il y a des fois on fait des choses pas bien et puis des fois on fait des choses bien. Quand mes équipes ont perçu dans les services qu'il y avait le risque qu'évoquait Alain, à savoir que des business entiers allaient partir à l'étranger parce que les coûts du travail n'étaient pas les mêmes et qu'on allait potentiellement se retrouver soit à faire un plan social, soit à gérer une crise assez difficile, la question qui s'est posée à ce moment-là, ça a été de dire si vraiment on est convaincu qu'à 2-3 ans, ce marché-là va s'évaporer, il y en a forcément d'autres qui sont en train d'arriver. L'IoT, le blockchain, tous ces métiers qui vont générer de nouveaux, qui nécessitent de nouveaux savoirs et qui ouvrent de nouvelles perspectives. On a créé une structure dans les services qu'on a créée de toutes pièces, qui est en fait une division, dans laquelle on s'est dit, finalement, les managers services qui sont plongés dans le business opérationnel n'ont pas le temps de gérer la compétence des collaborateurs. Ils n'ont pas le temps. Ils gèrent le business. Donc leur but, c'est toujours en faire en sorte que les gens soient sous contrat. Mais le problème, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Il y a les intercontrats, il y a les fins de contrat, etc. On s'est dit finalement, on va créer une structure et on ne va pas mettre les mêmes managers. Ceux qui gèrent la compétence, ce n'est pas ceux qui gèrent le business. Et on a créé cette structure dans laquelle on a envoyé toutes les personnes qui étaient en intercontrat ou dans notre jargon sur le bench, c'est-à-dire en attente d'un nouveau contrat, pour les former sur des nouvelles technologies. Ce qui fait qu'au final, quand la disruption arrive, quand on perd effectivement un business parce qu'il part à l'étranger, comme vos collaborateurs sont en train d'être formés sur les nouvelles technologies, vous perdez le business, mais les équipes, vous pouvez les redéployer sur de nouvelles opportunités de business. C'est ça le propre d'un patron. Et il y a des fois, là je vous cite un exemple heureux, puis des fois on se prend les pieds dans le tapis, puis on n'y arrive pas. Ça se termine en plan social. Parce que le plan social, c'est un échec, hein. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Le plan social, et on est tous comme ça, quand on a à le gérer, on vient tous expliquer que c'est la vie, que c'est l'économie, que c'est le marché, que c'est le machin. C'est souvent le marché, bien sûr. Mais c'est aussi le dirigeant qui a juste raté une marche, hein, la plupart du temps. Parce que qu'on le veuille ou pas, un plan social, c'est l'aveu d'un échec. On n'a pas été capable d'anticiper le marché suffisamment et on n'a pas été capable de repositionner les équipes sur d'autres opportunités de business. Merci Alain, merci. Je pense qu'on va faire une petite pause et puis une dernière question. Okay. Par rapport au sujet qui vient d'être évoqué, enfin pour accompagner des dirigeants justement à retrouver un job tardivement, souvent, pour moi, je pense qu'il y a un point clé qui est qu'un vrai leader, c'est quelqu'un qui est capable de se remettre en cause. Et cette dimension-là, elle n'est pas tout à fait reprise dans le propos d'Alain tout à l'heure, bien que je pense qu'il partage mon point de vue. Elle n'est pas totalement reprise parce que finalement, oui, j'ai des capacités, je peux aider, etc. Ce n'est pas vrai. Ce n'est vrai que si je suis capable de me remettre en cause. Et ça, c'est quand même un élément, je pense, clé et qui est devenu de plus en plus clé avec l'ère digitale. De la même façon, le leader qui crée du lien, ce que disait tout à fait justement tout à l'heure, la notion d'écosystème, moi je crois qu'avec l'ère digitale, le vrai leader, ce n'est pas le chef d'entreprise, c'est celui qui se met au cœur d'un écosystème et qui est capable de l'animer et qui est capable de se remettre en cause. Non mais on est complètement d'accord sur ce sujet. Enfin, il y a bien sûr la remise en cause. Ceci étant, la remise en cause, ça veut dire qu'on a une croyance. Et je pense qu'il faut sûrement avoir un certain nombre de convictions. Je pense que le monde dans lequel on vit nécessite, à mon sens, de savoir s'entourer d'un certain nombre de personnes qui ont d'ailleurs des avis différents, et à la fin d'être capable d'en faire la synthèse et de décider sur ce qu'il faut faire. Voilà, donc voilà, mais vous avez raison sur ce sujet-là, et c'est pour ça qu'on revient sur un sujet qui nous est cher, sur le sujet de la diversité, au sens large.
diversité des profils. C'est-à-dire que dans un monde qui est particulièrement incertain, qui bouge beaucoup, donc il est très important pour leur leader donc, de savoir bien s'entourer et de gens d'avis différents, qui sachent s'écouter, et c'est super compliqué. Ça, on évoquait tout à l'heure les tensions qu'il peut y avoir dans des comex, mais donc de gens qui savent s'écouter, qui savent donc, évoquer des solutions diverses et variées, et plus les gens qui seront en train de travailler sur ces sujets-là seront divers et variés, et plus vraisemblablement les solutions seront elles-mêmes diverses et variées, plus elles auront de chance à pouvoir potentiellement s'adapter à la situation dans laquelle on se retrouve. Et le rôle du leader derrière, c'est de dire, bon, ben, ok, j'ai compris, j'ai écouté, voilà, et en fonction de ça, voilà de ce qui est ma perception, voilà la direction dans laquelle on va aller. Donc, voilà, et une remise en cause, et le fait de dire, voilà, à certains moments, bon, voilà, j'écoute ce qu'est le monde autour de moi, et j'ai pas honte de dire, finalement, moi je sais pas très bien, je vais justement savoir m'entourer, savoir réfléchir, savoir écouter, et après, bien évidemment, puisque je suis un leader, et si je veux exercer ce rôle-là, il faudra que je prenne une direction et que j'avance. Mais si le monde est tellement incertain et que je ne sais pas très bien, il faut aussi que je sois capable de l'accepter et donc d'écouter des avis divergents. On est d'accord sur ce sujet. Alors, une nouvelle question ici, sauf s'il y a un complément de Gérald. Oui, bonjour Isabelle Aubrecht, DRH de Richemont. J'ai une question pour tous les deux qui est très intéressée. C'est qu'en tant que DRH, et notamment les attentes que vous pourriez avoir vis-à-vis de vos DRH dans cette phase de transformation, tant au moment des prémices de cette transformation et ensuite vos attentes pour accompagner et pérenniser cette transformation. Si vous pouviez m'aider. Oui, alors là, on peut passer l'après-midi. La DRH, c'est, de mon point de vue, avec la finance, c'est les deux fonctions. Bien sûr, tout est clé, hein, mais la DRH, c'est vraiment une fonction absolument clé. Parce qu'en fait, c'est plusieurs sujets, la DRH. C'est donc, moi, j'ai la chance d'avoir une super DRH. Elle est là. On confirme. Et elle l'est vraiment. Je veux dire, génial. Mais la première qualité d'une DRH, je pense que c'est la résistance. Parce que c'est un métier super compliqué. Parce qu'il faut à la fois transformer l'entreprise et donc faire face aux syndicats, aux salariés, aux mouvements, à la hiérarchie en haut. Et donc ça, déjà, c'est une pression qui n'est pas simple. Ensuite, il faut avoir une multi-compétence, parce qu'il faut... C'est pareil, hein, les DRH sont dans la même problématique que celle qu'on évoquait tout à l'heure. Ils ne peuvent pas tout savoir sur tout, mais il faut qu'ils soient suffisamment au bon niveau pour être capables de dialoguer aussi bien sur des sujets d'ordre social que des sujets sur la transformation de l'entreprise ou d'autres sujets. Donc moi, ce que j'attends d'une DRH, c'est d'abord la projection des compétences. C'est probablement la fonction clé. On avait bâti chez HP en 2011, à la limite même avant que Caroline rejoigne HP, j'avais bâti un plan que j'avais appelé Challenge 2017, qui était un plan sur 5 ans, et qu'on avait démarré avec le prédécesseur de Caroline, qui est là aussi, il est au fond de la salle, Philippe Rousseau, et on avait bâti avec Philippe, on avait lancé une GPEC, c'est la première fois, et avec Caroline on a fait GPEC 2, GPEC 1, GPEC 2. Et ça, c'était génial, parce que c'était l'idée de dire, on est là, avec les compétences qu'on a, avec les marchés qu'on adresse, et demain, on veut aller ailleurs, avec d'autres compétences. Et comment on fait pour se projeter de A à B, ou de A à Z, si vous voulez. Et ça, c'était la GPEC, c'était Challenge 2017. Et ça a donné un horizon aux équipes, ça a donné un horizon à l'entreprise, ça a donné un horizon même aux syndicats, qui au moins peuvent s'appuyer sur quelque chose de tangible pour discuter avec nous. Et donc ça, c'est la projection des compétences. Et donc ça veut dire que pour une RH, il faut qu'elle comprenne le business. Donc une DRH qui n'est pas connectée au business, elle ne peut pas y réussir. C'est impossible. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est impossible.
il faut qu'elle soit intimement liée aux patrons de vente, aux patrons marketing, tous ceux qui sont sur le terrain, parce que c'est eux qui comprennent le marché, et la DRH doit comprendre ce qui se passe sur le marché pour anticiper et être capable de me dire voilà où il faut aller recruter, voilà les profils qui vont émerger, voilà ceux qui vont plus émerger, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment une compétence importante. Puis après, dans la transformation, c'est toujours d'être innovant. Voilà, Caroline ou Philippe avant, on passait des heures à discuter, et on passe des heures à discuter sur le bon scénario pour adresser, sachant que moi j'ai toujours ce réflexe-là, d'essayer de trouver les solutions qui mettent en avant le capital humain. C'est ma démarche. Mais c'est parce que, pour ceux qui me lisent, un très bon article d'ailleurs, Eric, sur l'humilité dans LinkedIn, c'est moi-même qui l'ai écrit. C'est mon dernier post. Parce que le sujet me passionne, donc l'humain me passionne au sens large du terme, et donc je mets toujours ça au milieu de mon raisonnement et de ma démarche, toujours. Mais, et je voudrais terminer là-dessus, parce que ça me permet de faire une transition sur Alain qui va compléter, on n'est pas dans un monde de bisounours non plus. Ce n'est pas parce qu'on accorde de l'importance à la compétence, à l'humain, etc., qu'on ne reste pas un patron. Que j'avais un patron, moi, qui m'avait dit, j'ai gardé ça en tête toujours, il me disait, il est difficile de paraître intelligent avec de mauvais chiffres. C'est une vraie phrase, ça. Il faut la garder en tête. Quand vous n'avez pas des bons chiffres, quand vous n'avez pas de bons résultats, vous pouvez faire ce que vous voulez, vos patrons ne vous trouveront pas super intelligent. Ils trouveront juste que vous êtes en train d'échouer. Donc, il faut avoir de bons résultats. Et c'est pour ça qu'il faut alterner entre la réflexion stratégique, le redimensionnement transformationnel, et de temps en temps, convoquer vos équipes, et quand il le faut, un grand coup de gueule, pour les remettre au carré. Et Caroline est familière de ça. Ne croyez pas, de temps en temps, j'en suis largement capable. Alors, sur le conseil du DRH, moi, je lui dis, il faut que tu aies ton destin en main. Sinon, tu vas subir, tu vas avoir un métier de chien. C'est de là d'où il vient. Quand je dis bien, d'où il vient. Donc, je dis parce que ce qui se passe, et c'est pas l'expert François du sujet, je pense qu'on a vu une évolution de ce qu'est le rôle du DRH vu par le dirigeant. C'est, bon, tu te débrouilles pour faire en sorte que j'ai la paix sociale et que voilà, je puisse faire mon business comme je veux, tu te démerdes comme tu veux, mais ce n'est pas la partie RH qui ralentit la vitesse à laquelle je développe mon business. Bon. Donc moi je lui dis, écoute, voilà, il ne faut pas que tu subisses. Donc d'abord, ce que tu vas faire, c'est que toi, tu vas sortir de tes relations sociales. Et Dieu sait si chez nous, c'est hyper pénible. C'est hyper pénible parce que voilà, nos intérimaires sont vus comme nos salariés permanents. Enfin, sont venus comme nos salariés, donc voilà, avec des délégués qui sont majoritairement des intérimaires. Bon. Tu sors de ce sujet-là, tu le délègues. Si tu n'es pas capable de le déléguer à tes équipes, change-les. Donc tu sors de ce sujet-là, et ce qui se passe, c'est que tu comprends ce qui va t'arriver, tu comprends les météorites qui vont t'arriver, et tu les anticipes. De façon à te mettre dans une situation de conseil vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis des patrons de business unit, vis-à-vis de moi, tu comprends ce qui est en train de se passer, tu comprends et tu nous alertes sur tel ou tel sujet, tu comprends ce qu'on va faire, tu dis bon ok, mais là justement on va faire du billard à deux bandes sur les relations sociales, sur justement le développement des compétences. Donc moi mon sujet majeur, c'est, moi ce que je lui dis, c'est ne sois pas juste dans le quotidien et fais en sorte d'avoir ton destin en main. Et c'est vrai que j'ai le sentiment dans un certain nombre d'entreprises que je pense que c'est le challenge de beaucoup de DRH, beaucoup pris par le quotidien. Et moi j'ai une règle personnelle, c'est et souvent on me dit mais oui mais je suis obligé de faire parce que éventuellement il y a Pierre-Paul Joc où j'arrive pas à le faire, j'arrive pas à me sortir de ce truc-là, c'est de dire voilà, si tu es obligé de faire telle ou telle chose que normalement il y a quelqu'un de ton équipe qui est en train de faire, ben, c'est que tu as un problème. Et en général, c'est si tu fais le boulot de quelqu'un d'autre, c'est que tu n'es pas en train de faire le tien. Donc, bon, voilà le sujet. Et je vois bien, ceci étant, qu'il y a ce besoin dans les entreprises, et pour les DRH, et pour que les DRH vivent heureux. Et c'est vrai qu'il y en a, on en voit aussi quand même un certain nombre qui sont, je ne vais pas dire qu'ils sont malheureux, mais qui ont quand même une pression extrêmement importante. Et je pense que la pression ne va qu'augmenter sur les DRH.
Parce que la problématique, c'est comment j'aligne ma stratégie RH et ma stratégie business et comment je fais en sorte que ma problématique RH ne ralentisse pas ma problématique business. Et je ne peux pas ralentir ma problématique business parce que c'est une question de vie dans l'entreprise. Et donc ça, et pour le faire, il faut être aussi capable d'anticiper, comme l'a dit Gérald, connecter sur le business et se dire, voilà, comment est-ce que je vais pouvoir gérer un petit peu tout ça, avoir un coup d'avance par rapport à tout le monde. Voilà. Bon. Et le mien, bon, arrive à peu près à se débrouiller. Et puis de toute façon, il sait que chaque fois qu'il dit, bah non mais les gars, on peut pas faire, on lui dit, bah tu te démerdes. Voilà. Donc de toute façon, c'est pour ça que maintenant, il prend un coup d'avance pour dire, bon ben ok, j'ai bien compris, voilà comment on va faire. On n'a plus beaucoup de temps, mais je ne résiste pas à l'idée de donner la parole au DRH du 3e type qui est dans la salle. Il s'agit de François Essette. Il a écrit le livre éponyme. Et donc voilà, Isabelle te pose la question. 4e type, tu veux. 4e déjà. Excuse-moi, j'ai un métro de retard. Alors, pour les câlins, et pour rejoindre Cédric Gérald, savez-vous qu'entre le 1er janvier de cette année et le 31 août, il y a 25% de turnover dans les DRH du CAC 40. Et sur les 3 dernières années, il en reste 12 en place. Bon. Donc tout ça pour dire qu'il y a une pression sur les DRH, il y a une pression sur les présidents, que mettent les conseils d'administration pour, comme disait Gérald, que l'humain soit dans le... Parce qu'une fois qu'on a dit ça, il faut expérimenter, il faut le faire. Et bon, quand on parle à des DG comme vous, à des présidents, on sent bien le langage que vous avez besoin dans la DRH de gens qui partagent non seulement la connaissance économique, mais votre langage. Dans ce qu'on a vu arriver depuis 3 ans, moi je parle du CAC 40, ce qu'on a vu depuis 3 ans, c'est des DG qui ont pris la fonction de DGRH, quoi. Et on voit, donc, une bonne chose, c'est dans les enquêtes de salaire, on voit les salaires monter, mais en fait, c'est parce qu'ils viennent de la DG, tu vois. Donc je ne sais pas si c'est vraiment très bon. La deuxième chose, c'est qu'on demande, comme a dit Alain avec son langage, on leur demande de participer avec le président, de faire les choses, d'avancer et pas d'expliquer les problèmes. Longtemps, enfin jusqu'à 4-5 ans, la fonction s'est réfugiée dans une espèce d'analyse comico-stratégique du Code du travail, qui donnait rien. Et puis comme en plus, depuis 2008, depuis la crise, toutes les boîtes s'internationalisent, ce qui se passe dans le Code du travail, c'est sûrement intéressant, mais moi j'en ai aucune idée déjà, et c'est pas avec ça qu'on peut faire avancer les choses. Ceci dit, et c'est le dernier point, il y a un problème quand même avec la France. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une société internationale, ou quand vous avez la charge d'un groupe international, et vous voulez faire un changement, une transformation technologique, changement sur les appréciations de performance ou des choses comme ça, très souvent, vous avez 99% des pays qui y vont plus ou moins gaiement, mais qui y vont. Puis après, vous avez un pays, vous avez des tas de gens qui vous expliquent, avec preuve à l'appui, qu'on ne peut pas bouger. Et ça commence. C'est pour ça qu'on prend des DG, parce qu'ils trouvent des solutions un peu plus rapides. Merci à vous tous. Merci à chacun d'entre vous d'être venu et d'avoir honoré ce déjeuner de votre présence. Aux nouvelles personnes que nous avons accueillies aujourd'hui pour la première fois, merci d'être venus aussi nous rejoindre et j'espère surtout que nous vous reverrons. Merci à Raphaël et à Chantal pour l'organisation de cette conférence. Et puis bien sûr, et vous pouvez les applaudir, merci à nos 2 invités.